Chenereil peut s'enorgueillir d'avoir une riche histoire, vieille de plus de 8 siècles, si l'on se réfère à la sculpture très primitive de l'ancienne église. On peut avancer au XIIe siècle car la maison de la Farge, dont Aimé Vert a été le dernier propriétaire dès 1336. On peut considérer qu'elle a traversé les XIIe et XIIIe siècles avant d'être peu à peu délaissée car elle n'offrait pas une sécurité suffisante. C'est alors qu'à la fin du XIVe siècle et au commencement du XVe, une forteresse féodale avec son donjon est édifiée. Cette dernière traversera les siècles pour arriver jusqu'à nos jours et être la fierté de Chenereil. De grandes familles ont marqué Chenereil de leur empreinte, principalement la famille Vert et la famille d'Achon. Ce soir, nous allons donc nous intéresser plus précisément à la maison forte de la Farge, au souterrain refuge du hameau du Bosc et au château du bourg de Chenereil. La maison forte de la Farge. Comme nous l'avons dit dans l'introduction, l'histoire de Chenereil est certainement antérieure au château actuel. Plusieurs éléments nous autorisent à le penser. D'après Auguste Boutin, château historique du Forêt 1889, la tradition orale et les vestiges très anciens nous apprennent qu'à peu de distance, au-dessus du donjon, avait existé un château plus ancien appelé Farge, avec des droits de justice encore mentionnés par Saunier du Lac dans son livre sur les fiefs du Forêt. Le château actuel aurait pu être relié au château de la Farge grâce à l'existence d'un souterrain dont l'exploration incomplète n'a pas permis d'être affirmatif. Cela reste plausible néanmoins. Intéressons-nous donc maintenant au fameux souterrain du Bosc. Dans beaucoup de bourgs et hameaux, de nombreuses communes, on mentionne l'existence de souterrains. Certains ont réellement existé pour servir de refuge, d'issue pour s'enfuir, de caves ou silos pour conserver les denrées, caches d'armes, d'objets précieux. Les souterrains débouchant à l'air libre ou reliant des bâtiments n'ont pas manqué d'exciter les imaginations, d'alimenter les légendes. Les chercheurs de trésors en ont eu souvent pour leurs frais. D'autres personnes ont eu plus de chance. Parfois la petite et la grande histoire y ont trouvé leur compte. L'existence d'un souterrain dans le hameau du Bosc est connue depuis très longtemps. Elle est mentionnée dans le tome 7 du bulletin de la Diana. Les archéologues que l'on fait intervenir rapidement aujourd'hui à l'occasion de chantiers de construction ne se sont pas intéressés assez tôt à ce souterrain. Une exploration surveillée aurait peut-être permis d'en percer certains mystères. Pendant trop longtemps, il a été livré aux chercheurs de trésors. Aussi, tout ce qui aurait pu fournir des renseignements, soit sur sa date de construction, soit sur ses destinations successives, a disparu. La dernière fouille remonte à plusieurs décennies. Elle a été réalisée par les habitants du hameau du Bosc, qui ont dégagé la galerie principale et ont découvert l'orifice supérieur, avec lequel se termine le souterrain. C'est en septembre-octobre 1919 qu'il a été complètement déblayé. Son plan a pu être établi. La galerie principale mesure 1,20 m de large et 1,80 m de hauteur, ce qui autorise un homme de taille moyenne à y circuler debout. Le souterrain est creusé dans la roche granitique avec des couches plus ou moins dures. Sa longueur totale avoisine les 24 mètres. Il semble que le souterrain du Bosc prenait naissance dans la partie intérieure d'un bâtiment, villa ou manse à l'époque. Il se présente sous la forme d'une galerie principale à peu près rectiligne, avec 2 ouvertures, 2 courbes, 3 chambres dans la deuxième partie, avec des entailles en forme de niche. L'étude du plan, son orientation, les obstacles naturels ou construits par l'homme ne manquent pas d'intérêt. Peut-on espérer qu'une exploration conduite par des archéologues sera un jour réalisée afin de vérifier toutes ces hypothèses et faire des découvertes sur le rôle de ce souterrain? Quittons maintenant le hameau du Bosc
et dirigeons-nous vers la terrasse du château. C'est au XIVe siècle, en 1336, qu'il est fait mention du château pour la première fois, à l'occasion de l'hommage rendu par Artaud Vert au comte de Forêt. La famille Vert fait partie des plus considérables du Forêt au XIVe et XVe siècle. Ses armes sont définies ainsi: d'argent au lion de Sinople, armé et lampassé de gueule. Artaud Vert, comme son fils aimé, ou Amédée, ont été baillis de Forêt en 1361 pour le premier et grand bailli pour le second en 1413. La filiation de la famille Vert reste néanmoins incertaine. On peut considérer qu'Aimé Vert a été le premier fondateur de Chenereil et le personnage le plus en relief de sa famille, puisqu'il fut également châtelain de Saint-Bonnet-le-Château. À ce titre, il jouissait de la faveur d'Anne de Bourbon, comtesse de Forêt. Puis son fils, le duc Jean, ce dernier toujours prisonnier des Anglais, par une nouvelle dotation datée de Leicester, transféra à Marie Vert, sa sœur, le droit de succéder à son père dans la possession du château de Vauche. Il était le seul fils d'Aimé Vert et ne pouvait avoir d'enfant. Par son mariage, la fille d'Aimé Vert fit passer le fief de Chenereil aux mains de la famille d'Appion, qui le conserva jusqu'au XVIIe siècle. Son mari, Artaud V d'Appion, était un grand seigneur de la région. En 1620 ou 1637, le fief est vendu à Jean Perrin, seigneur de Montloup et de Messimieux, personnage signalé par sa résistance à Anne d'Urfé, frère d'Honoré d'Urfé, qui conduisit les partisans de la Ligue catholique. La fille de Jean Perrin, Alix, épouse le 21 février 1729 Jean-Claude de Groselier, seigneur de Chenereil. Le dernier membre de cette famille s'éteignit en 1863. Avant de quitter définitivement la famille Groselier, parlons des mésaventures qu'ils connurent avec les enfants de Mandrin au cours de l'année 1756 et qui auraient pu leur être fatales. Ces mésaventures sont signalées dans un livret écrit par Jean Bessac en 1926. Il y avait moins de 2 années que Mandrin avait pris le Forêt pour chant de ses exploits, et 13 mois, jour pour jour, qu'il avait été exécuté. C'est au milieu de l'année 1756 qu'une bande d'aventuriers s'était formée, lesquels se qualifiaient d'enfants de Mandrin. Le samedi 26 juin, Jean-Claude Groselier avait déjeuné en compagnie de sa fille et de Vital Reynaud, maître chirurgien à Saint-Jean-de-Solémieux, venu pour le raser. Avec eux se trouvaient 2 domestiques. La fenaison battait son plein, et tous les habitants du bourg y étaient employés. Vers 2h30, 5 hommes à cheval, armés de fusils et de pistolets, arrivèrent à Chenereil. L'un d'eux resta à la garde des chevaux et se posta au hameau de la Faverge, d'où il dominait et surveillait les voies d'accès. Les 4 autres se dirigèrent vers le château et, ayant trouvé la porte ouverte, y pénétrèrent. Ils rencontrèrent le maître chirurgien Reynaud et lui demandèrent à voir M. Groselier. Et ayant pris soin de fermer la porte du château et de laisser l'un d'eux en sentinelle, ils se firent conduire dans sa chambre au premier étage. Suivant la méthode de leur célèbre patron, les malfaiteurs offrirent d'abord de lui vendre de l'indienne. Puis, comme il persistait à refuser, ils eurent recours à la manière forte et menacèrent de lui raser la tête, à lui, à sa fille et à tous les habitants de la maison.
Ils dirigèrent sur sa poitrine le canon de leur fusil. Monsieur Grosellier livra les clés des chambres et des armoires aux bandits. Et ceux-ci se mirent en devoir de tout fouiller. Ils prirent des chemises et une bourse contenant 31 louis d'or. Dans une autre chambre, un fusil à 2 coups et une gibecière garnie. Ils bouleversèrent la maison tout entière, jetant à terre les matelas et les queutres des lits. Malgré tout, ils estimèrent le butin trop maigre et obligèrent Grosellier à leur donner 4 louis d'or qu'il avait dans ses poches. Puis, ayant fait apporter du papier et de l'encre, ils l'obligèrent à leur souscrire un billet de 20 000 livres pour marchandises reçues. Ils déclarèrent alors à Grosellier qu'ils lui laissaient 15 mouchoirs d'indienne en représentation des sommes qu'ils emportaient et lui signifiaient qu'il eut à tenir prête celle de 20 000 livres. Il devait venir les chercher 15 jours plus tard. Il serait ce jour-là un nombre de 30. Et si la somme n'était point prête, ils égorgeraient tous ceux qu'ils rencontreraient. Remontant à cheval, mais les malfaiteurs s'enfuirent après avoir tiré 2 coups de fusil sur les fenêtres du château pour prévenir toute tentative de poursuite. Il était à ce moment 7 heures. Ils s'étaient passés sans mort, et durant leur séjour, aucun habitant du village n'avait bougé. Nous étions 20 ou 30 brigands dans une bande, tous habillés de blanc à la mode, vous m'entendez? Tous habillés de blanc à la mode des marchands. La première volerie que je fis dans ma vie, c'est d'avoir goupillé la bourse d'un, vous m'entendez? C'est d'avoir goupillé la bourse d'un curé. J'entrai dedans sa chambre, mon Dieu, qu'elle était grande. J'ai trouvé 1000 écus. Jean Bessac, ne mentionnant pas de suite à cet épisode dans son ouvrage, on peut penser que les bandits ne sont jamais revenus à Chenereil, contrairement à ce qu'ils avaient promis à M. Grosellier. Mais revenons maintenant à nos familles de propriétaires du château. La période révolutionnaire vit se succéder plusieurs propriétaires. Le 26 juin 1819, le château est vendu et divisé en 2 parties. L'une échoua à Alexandre de Chenereil et l'autre à sa tante, Dame Vitale d'Ambert, qui le vendit au sieur d'Aublay de Lyon. Il appartint ensuite, toujours divisé, à M. d'Humbert, brasseur à Saint-Étienne, et à M. Laquièze, ancien greffier de justice de paix. Ensuite, en 1874, il est acquis et intelligemment restauré par Philippe Calmar de Charlezac, né à Saint-Étienne en 1845 et décédé en 1886. La famille Calmar vend le château à Dugas en 1900. C'est à cette époque, en 1902, que la 4e aile du château est démolie pour servir de carrière aux habitants de Chenereil. Pour cette raison, on retrouve 2 des blasons du château sur une des maisons du village. Dugas garde le château jusqu'en 1903 et le cède ensuite à Jean Bessac, sur lui-même qui relate dans ses écrits l'épisode des enfants de Mandrin. Cet érudit le revendra en 1948 à la famille Dacier de Boisredon, dont la propriétaire actuelle est une descendante. Nous allons vous présenter maintenant le portrait de 2 de ses ancêtres qu'elle admire particulièrement. Jean-Joseph Dacier, fin 18e, première moitié 19e. Jean-Joseph est un des derniers membres de la famille Dacier de Frères. Il a participé aux batailles napoléoniennes et a perdu une jambe à la bataille de Lierzy.
Après sa blessure, il a consacré une grande partie de sa vie à sa commune et au mécénat. Il a aidé par exemple la famille Guichard à faire face à ses créanciers lorsque le grand-père de Geoffroy Guichard, maçon de son métier, s'est tué. En effet, ce dernier travaillait à la construction de l'hôtel de ville de Feurs quand il tomba de son échafaudage. Il fut maire de Feurs à 2 reprises, de 1841 à 1848, puis de 1849 à 1852. Son frère Pierre-Marie Dacier le fut avant lui et fit construire la chapelle des martyrs de la Révolution, inauguration en 1826. Monument commémoratif des 80 victimes du tribunal révolutionnaire présidé par Javogue entre 1793 et 1794. Jean-Joseph entreprit également la restauration complète du château de Vallinches. C'est depuis cette époque que le château de Vallinches a cet aspect 19e siècle. À noter que le musée de Feurs se nomme musée d'acier en hommage à cette famille de la plaine du Forêt. Philippe Dacier, 1941-2007. Source bulletin de la Diana, éloge présenté par Maurice Deveau. Philippe est entré en 1968 à la Diana et s'y est consacré jusqu'à son décès en 2007. La Diana fut sa seconde famille. Ses études d'ingénieur BTP et ses capacités de dirigeant lui permirent d'y prendre de nombreuses responsabilités. Il s'attaqua tout d'abord à la réhabilitation du site de Couzan, dégagement des ruines, consolidation et mise en valeur. Afin d'intéresser les jeunes générations au patrimoine ancien, il créa les ateliers du patrimoine. C'est ainsi qu'il fit venir à la Diana des classes de scolaires afin de les initier à partir des témoins du passé à l'histoire et à la vie courante des époques étudiées. Il intervint également en tant que conseiller dans de longues discussions qui eurent lieu au sujet de la bâtie d'Urfé entre la Diana et le département. Il contribua avec ténacité à la mise en place autour de la bâtie d'une thématique sur l'Astrée, voulue et réalisée avec son aide par l'ex-communauté de communes du pays d'Astrée. D'autres sites bénéficièrent de ces interventions, tels le prieuré de Saint-Romain-le-Puy, dont Philippe entreprit avec son équipe de jeunes le dégagement et la consolidation des ruines, la commanderie de Saint-Jean-des-Prés qu'il contribua à mettre en état. Quand il accepta enfin en 2004 d'être nommé vice-président de la Diana, la maladie avait déjà commencé son œuvre. Maurice Deveau écrivait à son sujet « Il laisse le souvenir d'un homme aimable qui savait écouter, mais aussi capable de tenir un cap. C'était un érudit, sans pédantisme, toujours souriant et bienveillant, ainsi qu'un homme de foi. » Construction et agrandissement du château du XIVe siècle jusqu'à nos jours. Il a traversé près de 7 siècles. Il est l'un des mieux conservés du Forêt. Ces constructions qui remontent à différentes époques sont disposées autour d'une cour carrée de style Renaissance. La plus remarquable est une construction de la fin du XIVe au début du XVe siècle. Le haut donjon, couronné de mâchicoulis qui domine l'édifice et occupe le milieu de la façade face à la plaine. Sa porte en ogive permet de pénétrer à l'intérieur du château et de se retrouver dans la cour carrée. Une des façades de cette cour est percée au rez-de-chaussée de 3 grands arceaux encadrés dans les moulures d'une ogive peu prononcée et séparés par 2 contreforts qui se terminent au premier étage. Les principaux logements et appartements s'ouvrent sur les galeries hautes et basses qui bordent la cour. La façade opposée au donjon renferme dans un de ses angles une tour carrée en saillie avec escalier tournant qui conduit à un petit oratoire. Médaillons, écussons rappellent les différents propriétaires.
à la famille Vert revient d'avoir fortifié et fossoyé Chenereil avec l'autorisation donnée par Louis II de Bourbon, père du comte Jean, et ce, en vertu de la charte du 3 février 1429. À la famille d'Apchon, sensible au mouvement de la Renaissance, on attribue de grands changements autour du donjon, comme le remaniement de la cour à la fin du XVIe siècle, période de paix relative, et donc propice à se préoccuper un peu plus de l'agrément des demeures, au contraire de la période précédente, où on avait davantage le souci de renforcer les défenses. En 1606, Anne d'Urfé n'écrivait-il pas que le château de Chenereil avait été bâti alors presque de pied en fait, de la base au sommet, ce qui laisserait penser que ces travaux concernaient soit l'embellissement, soit des réparations, reconstruction ou les deux, suite à des dommages subis par le château. De remaniement en transformation et en embellissement, la vieille demeure féodale est devenue un véritable château d'agrément, plus confortable au fil des siècles. Il reste néanmoins fidèle à ses origines, avec le donjon en guise de sentinelle et d'affirmation de sa solide majesté. Chenereil a profité des influences de la Renaissance, notamment grâce aux Dapchon, qui y firent rentrer les objets d'art et les constructions d'agrément. Grâce à Jean-Claude Vital-Groselier, il fut édifié au XVIIIe siècle 2 ailes de bâtiments s'appuyant à droite et à gauche contre la grosse tour. À cette époque, furent comblés les restes des fossés, opération qui permit d'installer la belle terrasse s'étendant au-devant des façades modernes. Ce même Jean-Claude Groselier consacra une bonne partie de sa fortune à certaines constructions pas toujours heureuses. Les mignardises de l'époque Louis XVI, peintes sur crépissage, contrastent d'une part avec les riches moulures de quelques croisées du XVIe siècle et d'autre part avec l'harmonie de la cour intérieure où brille encore de tout son éclat la belle architecture des XVe et XVIe siècles. À la fin du XIXe siècle, d'importantes réparations furent entreprises par M. Calmar. Jusqu'à aujourd'hui, les différents propriétaires se sont employés à maintenir le château dans le meilleur état possible. Le château de Chenereil a fait l'objet, le 21 février 1983, d'un classement au monument historique pour son donjon et ses façades sur cour intérieure. Le château de Chenereil est habité en permanence. Il vit. Il est une demeure historique privée. Les sympathiques châtelains ont à cœur depuis plusieurs années d'ouvrir les portes du château au public dans le cadre de manifestations culturelles, principalement des concerts. Nous pouvons citer les concerts de variété organisés dans le parc du château par Philippe Dacier et les Amis du Clocher de Chenereil dans les années 80 et ayant servi à la restauration de l'église. Puis, plus près de nous, en 2017 et 2018, des concerts de musique de chambre et de musique vocale se sont déroulés dans la salle de musique du château à l'initiative des Atouts de Chenereil. Nous remercions vivement Inès et Philippe Crochat pour leur ouverture d'esprit et ne pouvons que les encourager à continuer d'œuvrer en ce sens. Nous allons maintenant passer le relais au groupe suivant qui va nous parler du moulin.